Bonjour chers amis, quelques mots sur mon parcours. Après des études de droit, de gestion et d'économie, j'ai passé 15 ans comme économiste rural dans différentes fonctions, dont 10 en Afrique, gestion de coopératives, planification, formation, recherche. Après quoi, j'ai été maître de conférence à l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse jusqu'à ma retraite en 2000. Et à ce moment-là, j'ai poursuivi l'analyse des politiques agricoles en lien avec les organisations paysannes du Nord et du Sud et avec les ONG qui les soutiennent. Cela m'a permis de les accompagner dans la plupart des conférences ministérielles de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, depuis 1999, également dans les forums publics annuels de l'OMC, dans beaucoup de forums sociaux mondiaux et européens, et surtout j'accompagnais le réseau des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest depuis 2000, et plus récemment, depuis 2013, je participe au groupe consultatif de la Commission européenne sur les aspects internationaux de la PAC, la politique agricole commune. Alors pour rester concret, je vais justement souligner un peu plus les dysfonctionnements de la PAC, la politique agricole européenne, qui n'est pas capable aujourd'hui d'assurer sa sécurité alimentaire et surtout qui met en péril depuis longtemps la sécurité alimentaire de l'Afrique subsaharienne. Alors l'Afrique subsaharienne précisément, l'Afrique subsaharienne donc, qui est la région du monde, la seule région du monde où le nombre d'affamés a augmenté depuis 1990. Et l'Afrique de l'Ouest, donc, qui est la région du monde qui va faire face à la plus forte explosion démographique, puisqu'on va passer de 350 millions d'habitants en 2015 à 800 millions d'habitants en 2050, c'est-à-dire 300 millions de plus que l'Union européenne. Alors, face à cette situation, donc, je vais me concentrer donc, précisément sur la PAC et l'Afrique de l'Ouest. Et je vais constater que mon diagnostic est très simple. Mon diagnostic, c'est que le libre-échange n'a jamais marché dans l'agriculture. Et il n'a jamais marché pour une raison très simple. C'est que face à une demande alimentaire qui est stable à court terme, la production agricole est assujettie à des aléas climatiques et va l'être, comme on le sait, de plus en plus. Et donc, forcément, le niveau des prix agricoles et le niveau des revenus agricoles fluctuent énormément, ainsi que le niveau des prix alimentaires. Et c'est pourquoi tous les pays, depuis les pharaons, ont mis en œuvre des politiques agricoles pour réguler l'offre au niveau des frontières et aussi pour encourager et mettre en place des actions de stockage. Et d'ailleurs, l'organisation internationale créée au lendemain de la guerre en 1947 pour promouvoir le libre-échange, le GATT, donc, avait admis des exceptions agricoles. Il n'y avait jusqu'à la naissance de l'OMC en 1995 aucune interdiction d'augmenter autant qu'on le voulait la protection à l'importation. Et il y avait hélas aussi pas de limite, malheureusement, aux subventions qui profitaient aux exportations et ça créait du dumping très néfaste, évidemment, pour les pays pauvres. Mais à partir du milieu des années 80, sous l'influence et les pressions des firmes agroalimentaires de l'Union européenne et des États-Unis, lesquelles étaient arrivées grâce à cette forte protection au sommet de l'échelle de la compétitivité agricole, donc sous l'influence des pressions de ces firmes agroalimentaires, qui souhaitaient évidemment augmenter leurs profits en pouvant acheter leurs produits agricoles, leurs matières premières agricoles à un prix très bas, eh bien, les États-Unis et l'Union européenne ont mis en œuvre un véritable piège contre les pays en développement. Ils se sont en effet dit, bon, maintenant que grâce à une forte protection, nous avons atteint, donc, nous sommes devenus les plus compétitifs, eh bien, faisons en sorte que les pays en développement ne puissent pas suivre le même chemin. Et donc, ils ont lancé ensemble
une nouvelle négociation au GATT, multilatérale, celle de l'Uruguay, qui s'est étendue de 86 à 93 et qui a eu pour but de réduire, d'obliger tous les pays à réduire leur protection à l'importation sur les produits agricoles. Sur les autres aussi, mais elle était déjà très basse. Et donc, pour cela, ils ont, États-Unis et l'Union européenne, en face à face pratiquement, ils ont fait deux choses. D'une part, ils ont modifié leur politique agricole interne en réduisant beaucoup le niveau des prix minimum garantis de façon à ce que justement les firmes agroalimentaires puissent les acheter à un prix bas et augmenter leurs profits. Mais en même temps, ils ont en face à face pratiquement négocié l'accord sur l'agriculture au sein de ce qui allait devenir l'OMC. Et dans cet accord sur l'agriculture, ils se sont arrangés pour que les aides directes compensatrices de la baisse des prix qu'ils accordaient à leurs agriculteurs ne soient pas considérées comme ayant un impact négatif sur les échanges. Bon, et alors on voit que cette fluctuation des prix, j'aurais dû vous le montrer avant, bon, cette très forte volatilité des prix, on se rend compte actuellement que les prix, vous voyez, ils sont en ce moment, ils continuent à descendre très fortement parce que, bon, face à un ralentissement, disons, de la croissance dans les pays émergents, face aussi, bon, à la fermeture des frontières de la Russie, etc. Donc, on a des prix agricoles qui sont devenus pratiquement au même niveau qu'ils l'étaient au milieu des années, autour entre 2000 et entre 87 et 2000. Bon, donc, alors, face à cela, donc maintenant, cette nouvelle politique a été contre-productive pour l'Union européenne. Ce changement des règles totales de la PAC à partir de 92. On voit en effet que, alors que depuis la naissance de la PAC en 62 jusqu'à 92, donc changement des règles, pendant cette période où il y avait une forte protection à l'importation, eh bien, on voit que la production agricole totale de l'Union européenne des 15, à l'époque, évidemment, les 28 n'étaient pas présents, donc a augmenté de 1,5% par an. Et alors que depuis 92 jusqu'à maintenant, enfin, le dernier chiffre, c'était 2012, la production agricole totale en valeur à prix réel, à prix constant, a stagné. Et pire, le revenu net agricole à prix constant a chuté de 2,3% par an de l'Union européenne, donc à 15, depuis dans ces 20 dernières années. Et ce n'est que parce que le nombre d'actifs agricoles en équivalent temps plein a chuté de la même proportion que le revenu agricole réel par actif a pu se maintenir. Bon, deuxième contre-performance de l'Union européenne. L'Union européenne, alors que la Commission européenne et Stéphane Le Foll, entre autres, se targuent que l'Europe est le premier pays exportateur mondial, d'ailleurs aussi le premier pays importateur mondial de produits agricoles, il se garde bien de dire qu'elle est aussi le pays qui a le plus grand déficit, plus maintenant depuis quelques années, mais qui a un déficit structurel dans ses échanges alimentaires. On voit en effet que ces échanges alimentaires, c'est la ligne blanche. Vous voyez que ce déficit a baissé ces dernières années parce que grâce au prix élevé des céréales que l'Union européenne exporte en grande quantité, bon, le déficit a un peu baissé. Mais ce déficit global, cache deux choses différentes. D'une part, vous avez un excédent important dans les échanges alimentaires avec les pays développés, mais par contre, un énorme déficit avec les pays en développement. Pays en développement, pourtant, que l'on dit qu'on a mission de nourrir. Vous voyez, donc, l'Union européenne, en fait, reçoit une aide alimentaire structurelle des pays en développement. Bon, mais le pire pour les pays en développement, et notamment pour les pays d'Afrique subsaharienne et singulièrement pour l'Afrique de l'Ouest, ce sont les accords de partenariat économique, les accords de libre-échange que l'Union européenne veut leur imposer de signer. Accord que le Conseil des ministres de l'Union européenne a déjà signé en janvier dernier, et un accord que le Parlement européen a prévu de ratifier en février 2016, février prochain. Bon, pour l'instant, tous les États d'Afrique de l'Ouest ne l'ont pas encore signé.
et on espère que le Nigeria ne le signera pas. Si le Nigeria ne signe pas, il y a des chances qu'il ne soit pas signé. Mais ce serait vraiment la catastrophe. En effet, dans cet accord de libre-échange, cet APE avec l'Afrique de l'Ouest, l'Union européenne va les obliger à supprimer leurs droits de douane sur 82% de ce qu'ils importent de l'Union européenne. Et d'après les calculs qui ont été faits par certains, que j'ai affinés, c'est 56 milliards d'euros sur la période de libéralisation de 2015 à 2035 qui va 56 milliards d'euros de recettes douanières perdues. Donc ils vont perdre cela. Cela va se traduire par quoi? Par une force de réduction des budgets alloués à la santé, à la formation, à l'environnement. Les très faibles industries de cette région vont s'effondrer et bien sûr, le chômage va exploser. Et avec le chômage, évidemment, le nombre de migrants illégaux que Frontex nous dit qu'ils ont déjà été de 35 000 en provenance de l'Afrique de l'Ouest en 2014, ce nombre va évidemment exploser. Et par ailleurs, il est évident que Boko Haram aura des facilités de recrutement, que le trafic de drogue et d'armes, voire les enlèvements d'Européens, ne prendront de plus belle, parce que n'oubliez pas, la population de cette région va exploser. Et donc l'Union européenne se tire une balle dans le pied en imposant ce genre d'accord, parce que, alors que la population de cette région et de toute l'Afrique subsaharienne va exploser d'ici 2050, et même déjà d'ici 2030, en fait, en 2030, l'Union européenne aura l'Afrique de l'Ouest aura le même nombre d'habitants que l'Union européenne, dès 2030. Bon, donc cela est assez catastrophique. Alors j'ai dépassé, il faut que je m'arrête, mais je voulais vous présenter juste une alternative, le scénario AFTER 2050 a été développé par l'association Solagro et permettrait de rendre la France autonome au point de vue alimentaire et au point de vue d'ailleurs aussi de la filière bois, papier, etc. Et ceci à partir de la généralisation de ce qui existe déjà, et avec donc évidemment une assiette alimentaire différente, moitié moins de consommation de produits animaux, augmentation des fruits et légumes, des légumineuses et des céréales, et ceci dans le cadre d'une souveraineté alimentaire. On n'importerait plus de soja, d'huile de palme, etc. Et par contre, on pourra exporter plus de céréales alimentaires, la France, vers les pays structurellement déficitaires, qui seront encore plus du Moyen-Orient et de la Méditerranée Sud. Merci beaucoup. Merci, monsieur.